Bernard Picheneau, bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, bonjour. Oui, donc Bernard Picheneau, j'étais infirmier de secteur psychiatrique et ensuite éducateur spécialisé et titulaire bien sûr des 2 diplômes dans toute ma carrière. D'accord. Pourquoi vous avez choisi de devenir infirmier psychiatrique? Alors là, le choix c'était difficile à cette époque-là. J'avais pas trop de... On connaissait l'hôpital, les patients, puisque mes parents étant commerçants, on allait livrer dans l'hôpital. Mais l'hôpital, en fin de compte, c'était le débouché du secteur quoi, pour l'emploi. Et je suis rentré comme ça. Et très vite, avec les cours, le contact, je me suis intéressé tout de suite à la profession, quoi. Et là, j'étais motivé, alors qu'au concours, j'aurais pu me faire éjecter, puisque j'arrivais comme tout un chacun pour un travail qui était fourni à cette époque-là. Parce qu'intérieurement, bon, je connaissais le commerce, puisque très jeune, j'ai travaillé avec mes parents, donc j'ai travaillé en usine, je faisais des séries, tout ça. J'ai évolué très vite en usine, mais comme ça ne payait pas trop, j'attrapais des furoncles avec les huiles de coupe sur les machines-outils. J'étais tourneur, fraiseur. Et du coup, j'ai changé et là, bon, ça m'a permis de... Alors, ça c'est pourquoi vous avez choisi infirmier, mais pourquoi infirmier psychiatrique? Parce que c'est spécialisé, hein. À l'époque, il y avait une spécialité justement en psychiatrie. Oui. Disons que c'était plus parce que je connaissais déjà un peu les patients, quoi, puisque comme tous ceux qui habitent dans le périmètre de Prémontré, on les côtoyait. Donc c'était quand même un métier qui me paraissait assez facile. Puis déjà peut-être aussi. Alors là, ça renvoie j'avais fait un dossier d'expérience qui expliquait bien tout ça. Ça renvoie où dès l'enfance, mes parents étaient petits commerçants et je faisais du social. Mon père, par exemple, me déposait chez des personnes âgées, je refaisais leurs joints de cuisinière et tout ça. Le temps que lui continuait, on amenait les médicaments, on leur faisait leur monnaie et tout ça. Et là, il y avait un contact déjà avec les personnes âgées, puis des fois avec aussi un public qui était sorti de l'hôpital et qui était... Et est-ce que c'est ça? Bon, il y a certainement de ça qui m'a amené à choisir ça, le métier d'infirmier psy, plus que... Ça vous a pas fait peur? Comment? Ça ne vous a pas fait peur? Non, 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 j'avais pas peur du malade. Le malade, il m'a pas fait. Il faisait pas peur, non, non, non. Non, parce que... Très vite, étant élève, ils n'étaient pas toujours sympas avec nous. On arrivait, bon, à cette époque-là, c'était des grandes unités, il y avait 180 malades et il n'y avait pas de mixité. Et il y en avait qu'il fallait laisser sortir pour aller travailler au jardin, alors qu'on ne connaissait pas. Alors il ne fallait pas non plus se permettre d'en laisser sortir un qui n'avait pas le droit de sortir, tout ça. Alors, on avait levé un peu de pression, mais on arrivait, on regardait le tableau et pas... Maintenant, aujourd'hui, il manque du personnel. À cette époque-là, ils appelaient ça la 1, c'était le service des médico-légaux. Vous dites à cette époque-là, c'est-à-dire on est en quelle année? Ça, c'était en 68, hein. Disons 67 même. Alors, par contre, on arrivait, la première, c'était le service des médico-légaux avec des malades dangereux et tout. Et là, il y avait les cellules, il y avait tout ça. Et bon, comme apparemment j'assurais le travail, et il y avait un autre collègue qui avait plus... C'est bien qu'à la première, il ne voulait plus le prendre. Quand il y a des remplacements, c'était moi qui me retrouvais un peu piégé dans ce pavillon-là, quoi. Mais ça s'est très bien passé, quoi. C'était une époque, quoi. Oui. Donc là, on continue, on arrive dans les années 70, du coup. Oui. L'unité dont vous parliez, ça ressemble un peu, c'était l'équivalent des unités pour malades difficiles actuellement? Ce qu'on appelait là-bas les médico-légaux, oui, oui, c'est la 6e section. Maintenant, je ne sais plus, les noms ont changé. Maintenant, oui, ça s'appelle l'USIP. Médico-légaux. Ben, par la suite, enfin, on y reviendra, mais quand j'étais plus dans une structure de jour, et on accueillait à la journée des malades qui étaient enfermés et qu'on laissait seuls travailler, qu'on récupérait le soir.
Il ne se sauvait pas ni rien. On retrouvait la tronçonneuse et le tas de bois. On aurait même pu avoir des ennuis puisqu'ils étaient sans surveillance le temps qu'ils faisaient leur tâche, mais on leur faisait confiance. Ils revenaient, ils prenaient le véhicule, c'était un vieux tube Citroën, ils traversaient les voitures avec, c'était eux qui conduisaient. Puis après, je reprenais la voiture sur la route et on venait à la ferme, puisque ça se passait avec la ferme de l'hôpital, ça qui est extériorisé. Ça a duré combien de temps? Cette expérience-là, oui. Disons que la ferme, j'ai passé une dizaine d'années, mais il y a eu trois gros projets différents de pratique. D'accord. La ferme, c'est Challenge? Alors maintenant, oui. Parce qu'au départ, c'était l'espace Montmartre quand je suis arrivé. Alors l'espace Montmartre, c'était le médecin, le docteur Herman, donc, qui voulait que l'on fasse des formations, mettre des patients à la ferme directement avec les ouvriers agricoles pour un peu apprendre le métier dans l'agriculture, quoi. Et puis après, essayer de leur trouver un emploi, puisqu'on est en zone rurale. Elle avait vu ça comme ça. Alors elle avait nommé ça l'espace Montmartre parce que la topographie en face, c'est la butte Montmartre après Montré. Et de l'autre côté, la ferme, c'est le lieu Buin. Il y a tout un tas de noms comme ça autour. Donc ça, c'est pour le nom, hein, mais ça n'avait rien à voir avec Paris ni tout ça, quoi. Donc, étant en formation d'éducateur à cette époque-là, en 84, j'ai terminé en 86. Je l'ai fait en 3 ans au lieu de le faire en 4. Voilà. Donc, arrivé là, à cette formation, comme j'avais déjà pas mal de notions de psychiatrie, psychologie, bon, je me branchais quand même sur la sociologie, sur des stages nature aussi, puisqu'il y a la nature environnante, ça me servait pour les sorties avec les patients, tout ça. Et puis j'avais fait un stage dans une ferme, puisqu'il fallait faire un stage extra-professionnel. Et là, je me suis rendu compte que maintenant, il n'y a plus d'employés agricoles comme on voulait les former. C'est des techniciens. Alors il faut qu'ils aient des connaissances en chimie pour maîtriser les traitements, tout ça. Pour l'élevage, pour le lait par exemple, c'est tant d'unités fourragères pour tant de litres de lait. Donc il y a tout un tas de connaissances et ils sont à 2 pour 180 hectares. Alors que Prémontré, ça représentait presque 90 hectares. Il y avait déjà 4 employés agricoles, plus les patients, une dizaine de patients qui travaillaient. Et puis les renforts qui venaient comme ça. C'est une ferme qui ne pouvait pas être rentable, mais qui était utile quand même pour son côté. On avait une utilité, c'était un outil thérapeutique aussi. Mais on y est. Est-ce que vous avez le souvenir d'incidents qu'il y a pu y avoir? Parce que vous parliez tout à l'heure de la confiance qui était accordée aux patients. Oui. Est-ce qu'il y a eu des incidents remarquables? Mais il y en avait un que, il avait bu et je pense qu'il avait fait ça sous l'emprise de l'alcool. Il avait tué quand même quelqu'un, mais bon, en fin de compte, on pouvait lui faire confiance et c'est pas quelqu'un qui aurait fugué. Mais en fin de compte, ça, je peux pas vous dire. On le sent au contact des patients. Si on les respecte, il y a un respect déjà. Les reconnaître dans le traité humain, ne pas les juger pour ce qu'ils ont fait, tout ça. Il y a toute une approche. C'est ce que, justement, si on reprend les fondamentaux d'Herman Simon, le père de l'ergothérapie, les psychiatres allemands, il faut revenir quand même entre la pratique, il faut faire toujours un pont entre pratique et théorie. C'est ce qui manque en psychiatrie. La plupart des actes, ils ne sont pas conscientisés ni rattachés à une théorie ou à des expériences qui ont eu lieu qui étaient positives, quoi. Et là, par contre, le deuxième, c'était un patient qui avait fait plusieurs services de l'hôpital et qui était très difficile, qui passait par des accès de colère et tout ça. Mais là, quand ils venaient à la journée, et ils étaient contents de... mais c'est vrai qu'il y a aussi ce que Herman Simon défendait aussi, c'est pour ça qu'il a développé les activités. Certainement la pression du pavillon, la promiscuité, tout ça on n'en prend pas toujours compte. On rattache trop en psychiatrie les événements sur la personne, sur son psychisme et autres, mais on ne tient pas compte du contexte immédiat des fois. Et souvent c'est ce que les liens, un psychologue a
dénoncé plus tard, un psychologue belge, c'est l'erreur fondamentale du psychologue. De surestimer ce qui vient du psychisme et autres, et d'oublier le contexte un peu, d'oublier l'environnement, et que des fois, il suffit d'agir sur le contexte pour que l'agitation, tout ça aille moins. Quel est le nom de ce psychologue belge? Oui, c'est Jean-Philippe Léas. C'est l'erreur fondamentale du psychologue, mais je dois avoir les références de son bouquin. Et puis après, il y a Le Poultier, c'était avec la publication du Sterny. Là, c'était, le Sterny, c'est une publication qui sortait pour les établissements d'handicapés. Et ils avaient fait une étude en psychologie sociale cognitive, comme quoi, justement, il y avait une prédominance du psychisme, du psychologique sur le... et qu'il fallait bien tenir compte aussi du contexte. Alors, c'est un peu ce qu'on retrouve dans les psychothérapies institutionnelles et encore plus dans la communauté thérapeutique. Mais encore qu'il y ait d'autres, il y a d'autres concepts quand même qui tournent autour. Il n'y a pas que celui-là. Hein. Ça, c'est un... Vous parlez de la communauté thérapeutique. Vous pouvez nous en dire plus? Comment? La communauté thérapeutique, vous en avez parlé. Là, qu'est-ce que c'est? Alors l'origine, c'est dans les années 41, la Deuxième Guerre, c'est un courant anglais, anglo-saxon complet. C'est Max Weljon, qui était dans un hôpital militaire, et qui, sur plus de 100 patients dans cet hôpital-là, c'était des blessés de guerre, hein, donc il appelait ça les névroses de guerre. C'est des gens qui avaient vécu des situations difficiles pendant la guerre et qui somatisaient. C'était beaucoup de psychosomatiques, donc cardiaques, des éruptions cutanées, enfin il y avait beaucoup de troubles somatiques aussi. Et il pensait, lui, que le fait d'arriver à les sensibiliser là-dessus, ça limiterait les troubles somatiques, quoi. Donc il a commencé par faire des conférences. Mais ça pourrait plus faire un peu de la pédagogie, mais ça n'apportait pas de... Alors du coup, il a commencé à réduire un peu les publics, mais c'était pas encore ça. Et après, il a fait que des petits groupes. Et là, il est tourné vraiment dans les techniques un peu de psychosociologie. Là, parce qu'il y a la psychologie sociale, la psychosociologie, tout ça, il y a des différences. Les gens ne sont pas... Il y a des repères, hein, c'est classique. La psychosociologie, c'est plus la dynamique de groupe qui est... Bon, il s'appuyait sur Kurt Lewin, il s'appuyait sur un pédagogue comme John Dewey, sur l'esprit de classe. Il y avait des courants pédagogiques, mais il y avait des courants psy aussi. Enfin, et là, et puis un peu, il faisait à la limite des fois des psychodrames pour Moreno, alors qu'il ne connaissait pas Moreno. Il ignorait complètement que ça existait. Hein, comme Dewey, c'était à peu près la même, le pédagogue, c'était la même pédagogie un peu que Freinet, mais ils ne se connaissaient pas non plus. Ils avaient à peu près les mêmes... On est à quelle époque, là, tous ces gens-là? Alors là, c'était pendant la Seconde Guerre, hein, Max Weljon. Alors lui, c'est le créateur des communautés. Donc, ce qu'ils voulaient tous, c'est un peu comme Hermann Simon, comme Toscaïès avec la psychothérapie institutionnelle, parce qu'ils reconnaissaient justement le contexte qui était l'aspect asilaire du contexte qui générait l'apathie, le manque de responsabilité et autres, le système bureaucratique, la distribution aussi de l'institution, tout ça qui donne des habitudes. Ce qui conduit à ce que c'est Russell, après, il appelait ça la névrose institutionnelle, lui, après. Et donc là, la communauté thérapeutique, donc c'était quand même changer le cadre, et en fin de compte, c'était carrément changer l'ambiance du pavillon. L'ambiance, mais en même temps que les gens prennent conscience qu'il y a un INSAT, l'Eureka, que... Alors Max Weljon et les gens qui ont travaillé avec lui n'avaient pas trop il avait fait un peu de psychanalyse, mais ils n'avaient pas en même temps l'analyse institutionnelle avec un œil psychanalytique, quoi. Ils n'avaient pas cet éclairage-là. Alors que du côté des psychothérapies institutionnelles, tout ce qu'il y a, c'est... Après tous ces élèves, hein, dans ces élèves, il y en a beaucoup qui sont passés après Montreuil, c'est ça. C'est ça aussi qui était intéressant, c'est qu'on a eu des sacrés psychiatres. Hein, mais
Mais disons, eux, ils s'appuyaient plus sur la psychothérapie, puis ils ont évacué un peu le social. Alors que la communauté thérapeutique, elle était plus dans le courant du travailleur social. Puis même de l'animateur, genre Solanaski aux États-Unis, Sullivan, tous ces gens-là, ils avaient aussi... Et c'est ça, c'est ce mouvement-là qui a donné, sur lequel se sont appuyés aussi les antipsychiatres après. Après, parce qu'en fin de compte, il y a une interpénétration des mouvements. De l'organiciste au départ, après l'éclairage psychanalytique en deuxième temps, après il y a eu le mouvement des communautés, puis de la psychothérapie institutionnelle, et puis après c'était le secteur, ça, puis, après c'était l'antipsychiatrique, et après le secteur. Mais il y a une interpénétration, en fin de compte, il n'y a pas... ça fait le tremplin. La psychanalyse, elle a permis le langage de sortir de l'organe pour revenir un peu, puis se pencher sur le psychisme. La communauthérapie, elle était plus sur la psychosociologie ou la psychologie sociale, et puis la psychanalyse. Et puis après, ça donnait naissance aux antipsychiatres qui, eux, disaient c'est pas la peine, l'hôpital c'est pas bon, il faut mieux soigner à l'extérieur. Un peu comme Basaglia, tout ça, son expérience à Trieste. Alors, vous qui avez vu justement tous ces courants, je veux dire, vous avez vu exister tous ces courants de manière très concrète dans l'institution. Oui. Comment est-ce que vous avez vécu la transition de l'un à l'autre et qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans les apports de l'un ou l'autre courant? Oui. Par exemple, Léandonu, on a eu la chance qu'il travaille avec nous 8 mois. Et puis après, il n'a pas pu garder son poste parce qu'il avait fait des années en Suisse qui n'étaient pas comptées. De qui on parle là? De Gérard Léandonu, donc c'est lui qui a voulu développer les communautés thérapeutiques. D'ailleurs, il a écrit le livre sur les communautés thérapeutiques. Il a écrit un livre sur la psychiatrie sociale aussi avec Despinois. Parce qu'il y avait des gens comme Despinois qui étaient du côté des institutionnels, il y a de Gentis qui étaient institutionnels aussi, des élèves à Toscaïès, ils sont des internes qui sont passés là-bas. Mais lui, il était plus du courant des psychothérapies, des communautés thérapeutiques, lui, Léandonu. Alors là, on l'a eu, donc il a transformé un service qui ne bougeait pas trop, mais il fallait, bien sûr, il y avait des réunions, mais pas des pelletés de réunions, je dis des pelletés, des quantités quoi, de réunions comme on avait avec, comme j'ai connu au service enfant, tout ça. Ça c'était suite au passage de Torrubia après. Hein. Torrubia qui était aussi un interne de Toscaïès aussi. Et c'est grâce à la Torrubia que Jacques Doun, le psychiatre en psychiatrie infantile, a pu lancer aussi un peu son courant, puis après le docteur Cadoré, quoi. Où là, eux, ils étaient dans l'institutionnel, mais avec la psychanalyse, avec une quantité de réunions. Alors c'est ça qui marque ces mouvements-là, c'est d'une part les réunions, on parle de l'organisation des loisirs, il y a les réunions d'organisation, on parle des problèmes, petits ou gros problèmes à débattre, et les solutions doivent être un peu collectives et en style coopératif. Alors, que ce soit institutionnel ou communauté, il y avait aussi des fois le médecin qui n'avait pas toujours son rôle, on pouvait le contester et autres. Alors il y a ceux qui ont accepté, puis ceux qui n'acceptaient pas, bien sûr. Hein. Donc ils faisaient autre chose, ils n'étaient plus dans ces cours-là. Mais où ça posait problème aussi, des fois c'était avec l'encadrement, les surveillants-chefs, tout ça, puisque normalement les solutions elles devaient émerger du groupe, aussi bien du groupe patient que du groupe soignant, quoi. Et puis il y avait tout un tas d'activités, les rencontres sportives pour le foot, bon, on a fait des concours de baby-foot, tout ça. Et il y avait de la lecture, et on essayait un peu de culture, de théâtre, tout ça, et puis en même temps il y avait un peu comme pour freiner, mais ça tenait que sur une page, hein, puisque ça démarrait, hein, puis en 8 mois on n'a pas eu le temps de faire grand-chose, c'était le journal de... un peu, voilà, donc c'était des pavillons, ça changeait carrément l'ambiance du pavillon, et ce qu'il fallait aussi, c'était... Alors, là, avec Léandonu, il avait réussi à fédérer. C'était pris, la mayonnaise. Hein.
Pourtant, il est resté que 8 mois. Donc on aurait pu continuer là-dessus, mais après il est parti, c'est un psychiatre traditionnel qui est revenu. Bléandonu, c'est quelle période? Alors lui, ça a été que de 71 à 72, lui. Donc vous dites que lui, il a réussi à fédérer. Oui, mais le personnel, ça suivait, même les anciens. Bon, pourtant, il y avait... On sait ce que c'est, parce qu'il faut faire bouger les patients, mais il fallait faire bouger le personnel aussi. Hein. Oui, alors, justement, effectivement, venons-y. Parce que, bien sûr, que là, on parle des théoriciens, Oui. des gens qui arrivent avec des idées, qui essaient de les appliquer, des gens qui sont des chercheurs aussi, parfois des pionniers. Hein. Oui. Mais tout ne s'installe pas avec facilité. Hein, on le sait bien, donc ni chez le public accueilli, chez les patients, ni chez les professionnels censés faire appliquer ces méthodes qui peuvent paraître parfois étranges, parfois on n'est pas toujours d'accord. Comme vous le disiez, il y a eu beaucoup de courants, donc on va se reconnaître en tant que professionnel dans tel ou tel courant. Voilà, alors quelle est justement l'expérience que vous avez de la gestion de toutes ces méthodes par les professionnels que vous avez croisés? Mais ce qu'ils n'étaient pas habitués non plus, c'est à ce qu'on prenne en compte leurs paroles non plus, pas forcément, c'est ça. Et c'est peut-être ça aussi qui a dû favoriser aussi, puisque tout le monde était là, bon les patients aussi, et c'est vrai que les patients, c'est assez hétérogène le groupe, c'était des unités quand même, là il y avait encore une 60aine de patients, hein, là, puis mixte à ce moment-là, avec Bléandonu, donc. Bon, et puis à toutes les étapes un peu, hein, du patient quasiment régressé au patient quand même qui a un certain niveau culturel. Mais ça permettait de, quand même, c'était différent, quoi. Ça permettait de discuter et en fin de compte, rien que de changer comme ça, d'aborder les problèmes en commun, tout ça. Ça peut lutter contre la routine, puisque la routine, qu'est-ce que c'est? C'est l'ennui complet. Il y a pratiquement pas d'échange, ou bien c'est l'heure, les séances café qui s'éternisent, les patients de l'autre, c'est tout ça, quoi. Et que là, automatiquement, il y avait quand même un brassage qui... Alors, là, un des avantages de la communauté, c'était quand même de préparer le malade qui était déjà un peu enquisté, ou comme si on prend Russell-Barton, sa névrose institutionnelle, de le faire sortir de sa passivité et tout ça, quoi. Il y avait tous ces avantages-là. Hein. C'était de sortir des préjugés que le personnel pouvait avoir sur les patients, qu'ils étaient incapables, qu'ils ne sauraient pas faire ceci, qu'ils ne sauraient pas faire cela. C'était de les mettre quand même. Et puis essayer, en fin de compte, c'était un style pour, à travers l'activité c'était pas tant du rendement ni tout ça, mais que la personne puisse se créer ou se recréer, justement. Qui est un peu ce que certains médecins du travail comme Amiens en Belgique, ils ont développé par la suite. Alors ça effectivement j'entends bien, mais ça c'est sur le papier. Ouais. C'est-à-dire que moi justement, si je vous posais la question tout à l'heure de la réaction des professionnels, c'est-à-dire comment dans votre expérience ils se sont saisis de tout ça et qu'ils ont réussi à l'appliquer de manière plus ou moins efficace, plus ou moins thérapeutique, avec leur conviction profonde ou en n'osant pas trop y toucher. Alors là, il y a plusieurs, il y a ceux qui préfèrent la facilité. Donc c'est vrai que c'est beaucoup plus facile et qui retournent à leur petite pratique. Bon, il y a ceux qui ont fait les stages de perfectionnement, parce que ça aussi, puisque Toscalia et Domaison, c'est Domaison aussi qui a lancé le premier titre de psychothérapie institutionnelle avec Cochelin, ils avaient créé les CEMEA. Justement pour que les infirmiers puissent se former aux techniques actives, puis d'ergothérapie, même des fois dans la relation soignant-soigné, dans tout ça. Donc, il y en a quelques-uns, bon, on ne peut pas dire, hein, je ne pourrais même pas donner de pourcentage, mais qui ont quand même commencé à se former, quoi, à continuer. Bon, moi, c'est mon cas personnel, je me suis formé toute ma carrière, quoi. Hein, et puis...
Puis qu'on essayait à travers les ateliers d'ergothérapie ou autres, ça s'est plus revu dans les ateliers d'ergothérapie que dans le service lui-même où l'inertiel revient vite. Comment vous avez fait pour vous y retrouver parmi tous ces courants théoriques qui, comme vous le dites si bien, sont entremêlés, mais sont effectivement parfois aussi difficilement compatibles? C'est-à-dire que au fil du temps, je me suis... Bon, puis comme aussi, je m'étais pas mal impliqué dans l'association, puisque c'est justement tout ce qui était à l'origine de la circulaire sur le travail thérapeutique en 58. 64, on a eu notre association qui a été créée justement pour gérer les activités thérapeutiques. Donc, l'association, par elle-même, ça nous donne un espace, ça nous permet de nous réapproprier notre pratique et d'avoir un espace de liberté un peu comme on a dans les communautés ou comme on a en psychiatrie. Ça permettait de... alors à partir de là, bon, il y avait aussi l'histoire des clubs thérapeutiques, puisque c'est Toscaïès qui insistait sur le club, où en fonction des travaux produits, puisqu'à ce temps-là, il y avait quand même de l'argent qui rentrait, c'était la répartition. On pouvait en discuter avec les patients. Bon, il y avait le pécule, mais ça, c'était quelque chose qui était à revoir. Puis après, les fonds de solidarité pour ceux qui sortaient. Après, en fonction de l'effort, tout ça, parce que normalement, c'était le rôle du médecin au départ, mais après, il s'en occupait plus. Donc, on a pu continuer ça à notre niveau. Justement, est-ce que vous pouvez préciser comment étaient répartis les rôles dans l'association? Dans l'association, il y a le président. Et les différents présidents, puisque ça changeait, mais je suis toujours resté à une étape en dessous, mais dans le bureau, pour l'impulsion. Et je m'intéressais toujours au rapport directeur de chaque service, de ce qui se passait dans l'hôpital, où les médecins décrivent ce qu'ils font, ce qu'ils vont faire, et tout ça. Donc ce qui fait qu'en étant au fait, quand il y avait des avancées, ça me permettait des fois de contacter le médecin, puis c'est ce que j'ai fait par exemple avec le docteur Broca. Par exemple, je lui avais donné tout un topo sur les prises en charge à partir des soins esthétiques en milieu psychiatrique. Ça dépassait le caractère superflu des soins de beauté, mais on travaillait sur le corps, on travaillait dans l'espace intime, l'anthropologie. Il y avait tout un tas de concepts, on travaillait sur la motricité, et il y avait des choses à faire avec les patients. À ce niveau-là, bon, pour les personnes âgées, j'avais fait de la gérontologie aussi. Je lui ai donné pour une prise en charge des personnes âgées. C'est là qu'il avait aussi, parce qu'il était assez fin, il prenait, mais il ne les rangeait pas, comme par exemple notre médecin, je ne citerai pas de nom aujourd'hui, qui vous demande tout un tas de trucs, ils l'ont, puis il s'assoit dessus, que lui, il s'en servait, lui. Si vous voyez que c'était... Et c'est comme ça que donc ça me permettait de m'intéresser puis d'être toujours motivé dans ma pratique. C'est ça aussi qu'il y a. Puisque le tort qu'il y a, c'est que comme ça bouge pas beaucoup, les gens, en fin de compte, au lieu de se cultiver, au lieu de s'enrichir, ils stagnent un peu. Je dirais pas qu'ils s'appauvrissent, mais ils stagnent. Et dans nos professions, c'est vrai qu'il y a tant de choses à faire auprès des malades qu'il faut essayer tout un tas. Oui, vous voulez dire qu'il y a un risque pour les soignants ou les travailleurs sociaux auprès de gens qui ont, on va dire, des fragilités mentales, quelle que soit la gravité de leur état. Il y a le risque parfois de s'enliser dans sa pratique. Oui. Je vous dirais même, j'ai vécu ça dans l'aide sociale, on était plus de l'époque de Foucault dans le surveiller et punir. On n'était plus dans l'éducatif. Et attention, quand on commençait à aborder la maltraitance en institution, et je m'étais fait piéger parce qu'ils demandaient à Saint-Quentin, justement, les services de psy. À quelle époque? Ça, c'était en 99-98. Il disait, tiens, on a une conférence, il y a un sociologue qui vient sur les maltraitances institutionnelles. Mais bon, c'est tout. Et puis la personne de terrain, elle n'est pas venue. Alors bon, c'est tout. Et puis ça, 2-3 jours avant, mais je dis, bon, d'accord, moi je veux bien intervenir, mais... Alors précise-moi, c'est la maltraitance, c'est les patients difficiles ou autres, comme c'est les quartiers de psychiatrie. Mais non, c'était la maltraitance du personnel. Alors là, oui.
Alors là, dans notre expérience à la ferme, avec le docteur Boyer, lui, on essayait, parce qu'il y a le langage aussi. Souvent dans nos professions, c'est un jargon. Et c'est un jargon professionnel, mais quand on fait le tour, si on fait le tour des représentations, la représentation sociale, c'est un autre exemple, il n'y en a pas un qui met la même chose sur le même mot. Il y a une signification différente. On se fait piéger comme ça. Donc on essayait à partir d'un langage simple pour décrire le patient comme on le voyait, avec les mots, et on passait un temps à faire ce que j'avais appelé une constellation sémantique, c'était du brainstorming. Par exemple, donc maltraitance, qu'est-ce que ça vous... Donc, on avait, et à partir de là, on arrivait aussi bien. Alors il aurait fallu le faire avec Boyer, on a loupé le coche, on ne l'avait pas fait avec les patients, on le faisait qu'avec le personnel. Il aurait fallu le faire avec les patients aussi. Et là, quand on fait un style comme ça, on a par exemple ce qui est du domaine des privations. Pour eux, ce n'est pas des maltraitances. Hein, alors j'ai un exemple. Priver un malade ou un jeune de repas, c'est une maltraitance. Pour eux, c'est pas ça. Il y a aussi le fait d'être indifférent, de ne pas réagir s'il y a un besoin à répondre. Par exemple, si c'est un incontinent, il faut le changer. Tout, mais si on le laisse, enfin, il y a tout un tas de trucs comme ça. Puis ça va jusqu'au cou. Après, il y a l'histoire des blagues, où de la blague, on passe à la dérision. Hein. Alors, bien sûr, en faisant comme ça, le personnel arrivait après, quand on donnait les exemples, parce que je donnais des exemples concrets, hein, parce que je jouais dans certains services de personnes âgées, ils donnaient des coups de drap humides sur... ça, c'est tout début de carrière, hein, ça n'existe plus heureusement, mais là, c'est vraiment... Hein, bon, après, il y a les maltraitances sexuelles, là, c'est encore un autre versant, mais on faisait le tour. Mais pour des cas que j'avais vécu, par exemple, dans l'aide sociale, un jeune qui travaillait à l'extérieur, un adolescent, il rentrait. Mais on avait la même logique distributive qu'à l'hôpital. La maîtresse de maison, elle, à telle heure, la cuisine, tout ça, ça devait être propre, on ne salissait plus. Donc il revenait, il ne pouvait pas rentrer dans la cuisine, il ne pouvait pas manger. Alors, la porte, elle sautait, puis on nous appelait en pleine nuit, parce que c'était le bazar, il fallait que je retourne là-bas. Et puis je me serais fait bientôt taper dessus, parce que justement, je leur disais que c'était eux qui déconnaient, que c'était pas... Mais pas devant le jeune, mais ils étaient moins... Vous comprenez toutes ces histoires. Et donc ça, justement, cet exemple que vous amenez de l'aide sociale à l'enfance, c'était dans à peu près quelle année? Ça, c'était dans tout début des années 2000. D'accord. Ouais. Mais en psy, on a les mêmes événements. Hein. Vous ne pouvez pas dire aux gens qu'ils maltraitent. Hein. Les coups de poing gratuits, tout ça... il y en a eu à une époque. Hein. Oui, ça c'est hélas, même s'il y a eu, comme vous le soulignez, des progrès, on est théoriquement moins dans un rapport asilaire aux malades, le fait est qu'il y a des choses qui sont intemporelles. Oui. Il y a parfois d'ailleurs, des praticiens, quand je dis praticiens, je veux dire quel que soit le corps de métier, qui ne sont pas tant au fait que ça du fonctionnement des malades et qui peuvent avoir tendance à dire des choses qui sont tout à fait inadaptées à la personne qu'ils ont en face d'eux, et après ne pas comprendre pourquoi ça va déclencher une crise. Donc pour ça, effectivement, il faut que le sens des choses circule dans les services. C'est pour ça qu'avec Bléandonu, des trucs comme ça pouvait être abordé, par exemple. Avant, ça était pareil avec Toscaïe, c'était pareil, c'était abordé, tout ça. C'était différent de ce que j'ai connu en psychiatrie infanto-juvénile, où là, Zagdoun avait il y avait les équipes de pédagogues, l'équipe éducative, l'équipe infirmière, puis les grandes réunions, il y avait X réunions avec les enfants, tout ça. Mais eux, ils étaient dans l'illusion de la gestion collective, surtout le docteur Cadoré. Alors le problème aussi, là, on en revient à ce que vous me posez comme question pour ceux qui suivent. Il y avait ceux qui trouvaient leur compte et puis qui se disaient pour avancer dans la pratique, puis il y avait ceux qui venaient pour la cour du psychiatre, pour se faire voir, Et quand ça fritait avec un nouveau directeur, qui n'était pas clair non plus, mais qui était venu pour remettre un ancien de l'armée qui était...
la gestion collective, tout le monde s'est sauvé de tous les côtés, puis il n'y avait plus rien, quoi. Ça a été complètement massacré. Alors qu'il y avait il y avait des choses bonnes pour les patients, il y avait des choses bonnes pour le personnel, mais ils n'ont pas su défendre ça auprès du directeur, quoi. Il y avait une quantophrénie de réunions, quoi. C'était ça qui est passé. Bon, c'est vrai qu'on pouvait en réduire, mais il y avait trop de réunions et peut-être plus assez de terrain. D'accord. Pour vous, avec là encore votre longue expérience, qu'est-ce qu'on pourrait continuer à faire aujourd'hui et dans les années à venir pour que ça marche? Pour moi, les communautés thérapeutiques, à la fin des années 80, elles ont commencé à perdre du souffle. La psychothérapie institutionnelle aussi. Mais pour moi, ce que j'ai fait au niveau de la ferme, on était sur l'ergothérapie, les activités, la créativité, l'enseignement. Alors l'histoire de la ferme, c'était, comme on est déjà un peu à l'extérieur de l'hôpital, il y a une partie des locaux qui sont sur Brancourt, une partie qui est sur Prémontré. Alors, ce qu'on avait fait, donc en plus des ateliers, il y avait une pédagogue. Ce que j'avais voulu aussi, c'est un atelier d'économie sociale et familiale, pour les préparer à la cuisine, aux démarches dans la ville, savoir téléphoner, savoir. Et puis on était beaucoup plus axé sur la pédagogie en atelier. Nos ergothérapeutes ne suivaient pas trop. Ils n'arrivaient pas, pour eux, ils ne savaient pas faire, ils n'étaient pas ceci, ils étaient en négation, tout ça. Alors j'ai eu l'occasion de former un premier moniteur d'atelier, après il était éducateur technique, et petit à petit on les a remplacés. Pour une prestation de service donnée, ça ne plaît pas à tout le monde, ils sont payés moins cher, mais ils font un travail qui est peut-être plus... Alors donc là c'est là qu'on peut faire des économies, si bien que ce qu'ils n'ont pas vu, c'est que les ergothérapeutes sont... Et on n'a plus que des moniteurs d'atelier. Alors, après, il y avait ce qui était de l'ordre du thérapeutique. Et puis, ce qu'on avait voulu faire, c'est de la réadaptation, vraiment. Donc, on avait essayé de s'ouvrir vers les... Parce qu'il y a une assistante sociale qui avait fait un mémoire aussi. On avait regardé ensemble et elle avait vu que, en fin de compte, ceux qui voulaient retrouver un emploi, c'était ceux qu'on avait déjà eu avant qu'ils trouvaient. Mais pour les autres, c'était difficile. Par contre, après, il y avait les emplois protégés, CAT, tout ça. Alors, on avait fait venir des gens de CAT en préparation, pour les préparer pour qu'ils puissent rentrer. Et là, la Sécu, bien sûr, nous suivait de près. Alors, il a fallu travailler avec eux. Alors, la sécurité sociale, elle venait, on faisait les coupes transversales et envoyait ceux qui, éventuellement, où ils allaient sortir. Alors, il y en a beaucoup qui allaient en HAD, ça, et il y en a que 2 ou 3 qui ont pu aller en CAT. Alors du coup, après, bien sûr, ça a arrêté, mais on a continué quand même la pédagogie. Alors, par contre, on a passé une convention avec le Greta d'Hirson pour ceux qui avaient des difficultés à lire, à écrire et autres. Et en fin de compte, comme on avait déclaré l'adresse de l'association comme on était sur Brancourt, au lieu de l'avoir une fois de temps, on l'a eu sur une année, toute l'année complète. Après, comme les ergothérapeutes avaient laissé tomber la construction du gîte, et qu'il fallait finir puisqu'on avait créé un gîte aussi, pour faire venir pour s'ouvrir sur l'extérieur. Et là, j'ai pris contact avec l'inspecteur d'académie, mais dans l'enseignement spécialisé, même les instituts qui viennent en psy ou tout ça. Et donc, ils donnaient des professeurs de la SECPA d'Anizy qui venaient avec leurs élèves, un groupe de maçonnerie qui faisait les murs quand terminés. Et on donnait du temps d'atelier aux autres élèves en serrurerie, des ateliers qu'ils n'avaient pas, et puis il y avait de la poterie aussi. Alors là, et puis par contre, le professeur de français donnait des cours de français aussi à nos malades. Alors ça, c'est moi qui avais fait les projets, qui avais pris contact. Et quand j'étais revenu, l'inspecteur, qui était spécial quand même, il dit « Mais votre directeur doit être content ». Je dis « Oui, il dit « Parce que je déjeune avec lui à la fin de semaine ». Alors que le directeur, c'était un B, il n'était pas au courant. Alors j'ai tout de suite prévenu le Boyer, le médecin, je dis il faut aller voir un B parce qu'il va tout nous foutre par terre, il faut lui dire qu'on a mis en route ça. Bon. Alors ça, mais par contre, ce qu'on avait aussi, c'est le CPIE qui amenait des classes. Alors là, avec les malades, on faisait les visites de carrière,
Je leur ai exposé, je faisais le guide, et puis après, c'est les malades qui le faisaient. Il a expliqué le travail des carrières. Il y avait encore des grosses pierres dans la carrière, avec les tableaux au mur, on avait les dimensions, je leur ai expliqué tout ça. Et après, ils faisaient de la poterie, tout ça, et en fin de journée, ils allaient voir la traite des vaches. Donc on recevait du public extérieur, et les patients étaient pris là-dedans, quoi. Et quand on a eu des chevaux, c'est une expérience qu'on n'a pas pu continuer, parce que là, on avait un personnel, surtout une personne qui n'était pas sérieuse pour faire ça. Du coup, on a préféré arrêter. Mais on a commencé à casser les anciens bâtiments, les anciennes porcheries là, de la ferme. Tout ça, on le faisait nous-mêmes avec les patients. Si bien qu'il y a un patient, par exemple, qui disait, mais il restait assis comme ça, mais à quoi ça va servir tout ça? À lui expliquer, c'est pour mettre des chevaux, puis après tu pourras faire de l'équitation. Et c'est ce qui s'est produit. Et là, je vois, ils démarraient la bétonnière, ils étaient tous, des fois on n'avait pas à peine fini de manger, et hop, ils partaient. Et là, c'était en route, là, et après, il avait sa tenue être cavalier, tout ça, puis il a fait de l'équitation, tout ça, et après, il y en a un autre ergothérapeute qui faisait des sulkis, et là, on faisait des promenades, et on était hébergés dans les châteaux des environs, sur Fondrin, tout ça avec les patients. Quel regard vous portez sur l'évolution actuelle du champ de la santé mentale? Enfin, je ne connais pas, mais bon, d'après ce que je peux voir de loin, comme ça, puisque vous voulez du café, d'après ce que je peux voir, déjà, bon, je vous dis, les courants comme ça, qui étaient fort intéressants, qu'on a peut-être perdu un peu, parce que déjà aussi, il y avait le cadre unique avant, c'est-à-dire que l'infirmier, avant, il n'y avait pas d'aide-soignant, il n'y avait pas d'aide ménagère, il n'y avait pas tout ça. Mais après, ils ont voulu le diplôme d'État. Bon, d'accord. Mais je vois, nous, tout en n'ayant pas, on faisait toutes sortes, cathétérisme, ponction sternale, ponction d'acide, les cures de sommeil, les cures de Saquel. On faisait tout un tas de soins. J'ai fait des sondages vésicaux, des sutures, les implants des spirales, on le faisait avec le surveillant, tout ça. C'était même pas le médecin, c'était nous qui faisions le... Eux, ils n'ont même pas fait tout ça. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai été formateur infirmier après, comme je maîtrisais un peu ces soins-là. Mais à l'heure actuelle, le diplôme unique, je pense qu'ils ont perdu de vue. Puis quand on regarde le diplôme, il y a eu le diplôme de 28 mois, il était assez fort en psychiatrie, c'est un des plus. Parce qu'au départ, c'était qu'une centaine d'heures de cours, mais nous, on en avait déjà 900. Par contre, il y a des hôpitaux en France qui avaient encore les 52 cours, donc ça faisait une centaine d'heures. Et après, il y a eu un programme qui rapprochait celui des DE, il y avait un peu moins de psychiatrie, puis un peu de sciences humaines. Et puis au dernier, là, il y avait toujours un peu de sciences humaines et pas tout à fait, il y a un peu moins de psychiatrie. Déjà, ça c'est un handicap, je pense, pour appréhender le malade, hein, peut-être. Alors, bien sûr, aujourd'hui, je pense qu'ils en sont plus revenus sous le modèle de l'hôpital général, un peu. L'infirmier, alors là aussi, il a voulu à son rôle propre, il a voulu se défendre et tout ça pour avoir un statut. Il est pris dans sa démarche de soins infirmiers, donc ça lui bouffe beaucoup plus de temps à rentrer ses trucs sur l'ordinateur. Je pense que c'est les aides-soignants qui font le boulot, ou peut-être même parce que la communauté thérapeutique ou la psychothérapie institutionnelle, c'était même les services généraux, ils avaient un rôle à jouer. C'était tout le monde. Parce qu'il y a Brandéo qui était directeur à Saint-Étienne, mais de la MOS. Parce qu'à Saint-Étienne, les malades, comme on a à l'extérieur après Montré, ils relèvent... vous savez, les unités qui ont été construites en face de la ferme. Les unités d'accueil spécialisées. Et puis peut-être même la forêt qui est sortie au CRAP, ça normalement ça ressortait dans ce qu'on appelle les maisons d'accueil spécialisées. C'est Simone Veil et elle avait créé le diplôme d'aide médico-pédagogique. C'est-à-dire que le grade c'est aide-soignant, l'auxiliaire puériculture c'est un grade d'aide-soignant, mais l'aide médico-pédagogique il fait du soin et il fait un peu d'éducatif. Et elle avait créé ça pour les maisons d'accueil spécialisées. Mais après Montré, ces unités-là, ça pourrait être des MOS. Et à Saint-Étienne, c'est ce qu'ils ont fait. Brandéo, il a pris la direction de la MOS, donc il a pris
le programme Gérante, comme pour les personnes âgées, pour le soin c'est par tranche pour le soin, pour l'autonomie. Et donc sur l'évolution actuelle, Mmh. par rapport à l'évolution actuelle Alors l'évolution actuelle, je dis qu'il faudrait justement revenir à la formation sur des activités, davantage d'activités, donc remettre un peu l'ergothérapie, redonner un souffle, mais parce que je vois pas, à part quelques petites sorties ou autres, je vois pas ce que ça peut donner dans un service, quoi. Je pense qu'on va revenir aux salles d'attente, comme disait un des premiers psychiatres avec qui j'ai travaillé, Madame Le Cassin. On croirait que c'est une salle d'attente de gare où il n'y a jamais de train qui passe, quoi. Puis les gens sont là. Donc après, les petits vieux faisaient de la charpie, tout ça, pour les avait fait, ça bougeait, quoi. Même si c'était pas grand-chose, mais il fallait. Alors, je sais pas, hein, je sais pas où c'en est aujourd'hui. Vous êtes peut-être plus au courant que moi. C'est votre idée justement que je vous demande, à vous qui avez cette expérience-là et qui avez vu beaucoup de choses et beaucoup d'évolutions. Je pense que c'est intéressant pour tout le monde de savoir d'où on vient et par où on est passé. Voilà, on a une histoire commune, les soignants, les travailleurs sociaux, tous ceux qui accueillent dans le champ de la santé mentale, que ce soit aussi bien donc le soin, la santé, que le social, le médico-social, l'éducation ou même la justice. Je crois que ça c'est vraiment fondamental. Donc pour conclure, est-ce que vous auriez une idée maîtresse que vous souhaitez porter, défendre autour de justement l'accueil de cette population? Pour moi, on a créé, à une époque, c'était l'IME, l'IMP, l'IMPRO. L'IME, c'était l'IMP, l'Institut médico-pédagogique, c'était l'école de l'handicapé. L'IMPRO, c'était un peu le lycée professionnel. L'ESAT, le CAT, c'était l'usine du handicapé. Le foyer de vie. Et puis il manque plus que la maison de retraite spécialisée, puis voilà, mais ils sont sur une voie parallèle, mais ils sont pas... Alors là, ça revient déjà, ce qu'il faut être clair, même en psychiatrie, pour ce qui me concerne, il y a les soins de prévention, les soins de cure, les soins de post-cure. Puis il y a la réinsertion proprement dite. Alors il y a une erreur, c'est qu'avec le secteur, l'infirmier bon, c'est vrai que ça a été quand même, c'était intéressant, la sectorisation quand même. Mais c'était la même équipe médico-sociale qui devait prendre en charge le malade à toutes les étapes de sa maladie, ça. Et il se voyait même des fois à faire du social, alors que, normalement, par exemple, je vais prendre un exemple. Pour ce qui est du soin, on pouvait être au style de réunion, tout ça, dans les services, qu'il y ait une ambiance différente que ce qui peut exister à l'heure actuelle, avec des activités, avec de la culture, avec tout un tas... Donc, ça, si c'est en établissement. Après, il faut voir la structure extérieure, ça peut être pareil. Hein, parce que le dommage, c'est que l'hôpital de jour, puis ce qu'on appelle, nous, les HAD, la dimension sociale, elle a été squattée, alors que normalement, dans l'HAD, c'était justement vivre dans le quartier, prendre contact avec l'extérieur. Alors, il y a, pour ce qui était du travail thérapeutique, par exemple, il y a tout ce qui est réunion, préparation, concertation, tout ça, ça se fait. La réadaptation proprement dite, qui serait la deuxième phase, là, je reprends Jolivet, puis Jean-Paul Arveillé des Croix-Marines. La réadaptation, c'est corps de la psychiatrie, ça. Hein? Et puis, ce qui est après la réadaptation, quand on arrive à la réinsertion, là, c'est le bâton de relais. Il y a aussi les services sociaux extérieurs qu'il faut contacter aussi. Oui. Par contre, en HAD ou en appartement thérapeutique, l'infirmier devrait être à même de travailler collectivement. Bon, qu'est-ce qu'on prépare à manger? Ça devrait être... c'est ce qu'on n'a pas, c'est un peu comme à l'hôpital. Ça devrait être collégial. Ça devrait être collégial et que les clivages intra- et inter-institutionnels évitent de renforcer les clivages qui sont présents chez le public accueilli. Disons on peut éviter peut-être de souligner les fragilités en les accentuant, en les creusant. Si on les souligne, ça devrait être pour les traiter, justement. Oui. D'accord. Est-ce que, malgré cela, vous restez optimiste?
Ben, je pense qu'il y aura peut-être des sursauts, il y aura peut-être des innovateurs, il y aura des... J'espère, hein, je l'espère. Hein. Oui. Mais bon, il y a déjà au niveau de la formation de l'infirmier, il faudrait revoir. Alors, peut-être aussi, il faudrait... Parce que les antipsychiatres, attention, eux, ils étaient plus trop pour le médecin et tout ça, ils étaient carrément pour le travailleur social. Hein. Hein, bon, par contre, pour des délirants, tout ça, il faut quand même... hein, mais il y a quand même des fois, ça peut pas se calmer comme ça sans antidélirant ou autre, mais... Moi, ça me donne l'impression finalement que on n'a pas fini de chercher. Ben non. Non, mais ce qu'il y a, c'est qu'on a tendance à oublier. Il y a aussi un problème, c'est que la tarification des hôpitaux psychiatriques, ça devrait être quand même différent d'un hôpital général. Ça, là, c'est au niveau économique. Parce que, Oui, on a besoin de reconnaître les particularités oui, qu'il existe au niveau du champ de la santé mentale. oui, Et on a besoin, il me semble, de manière tout à fait corrélative, quand on est un professionnel, de, de s'autoriser à ne pas être un mouton. Et comme vous le disiez en début d'entretien, de se cultiver, c'est-à-dire de se choisir une identité dans tout ce qu'on a énoncé, de tous les courants qui existent, de voir ce qui nous paraît compatible ou pas, et sans être ni un mouton au sens de suivre aveuglément un courant en essayant de l'appliquer absolument, mais en même temps en étant capable d'être créatif dans sa pratique. oui. Voilà. Bon, on va s'arrêter là. Écoutez, je vous remercie beaucoup pour cet entretien très riche, voilà, avec beaucoup de choses. Et puis je pense que c'est vraiment important que tout le monde transmette hein, ce qu'il a pu faire, ce qu'il a pu entendre, ce qu'il a pu voir aux générations futures. Voilà. Donc Bernard Pichenot, merci.